Mon frère, ma soeur, je te regarde droit dans les yeux pour te dire ceci. Pourquoi? Pourquoi chaque fois quand tu veux t'exprimer, tu te crois obligé d'utiliser la violence? Et toi, pourquoi? Pourquoi chaque fois quand tu fais face à une difficulté, tu n'as qu'une seule solution, c'est de te suicider? Le danger nous guette. Et il va falloir qu'on en parle. Je te prie, quoi que tu fasses, où que tu sois, de suivre avec une attention particulière cette enquête diligentée par Spencer Ilanga et Wilson Ndri. Bonsoir. C'était ici. Elle était couchée ici. Et c'est là il a poignardé. 7 coups de bras. Le coup qu'il a mis ici, c'est là qu'il a enfoncé. Il a mis ici, puis il a coupé la gorge. Dans les seins, il y a eu 2 coups. Avec une violence. Tu vois, non? Elle dormait. Elle a dit aux jeunes d'arranger les choses comme il pleuvait. Et puis après avoir fini de la tuer, il l'a violée. Après avoir la violée, il a pris la bouteille de gaz pour allumer. Dieu faisant des choses. Donc, peut-être qu'il n'y avait pas de bichette. Donc il a allumé ce papier. C'est à cet endroit que Victoire va perdre connaissance puis mourir. Yopougon, quartier Couette, nous sommes très tôt le lundi 22 avril 2024. C'est l'unique sœur de la victime qui va découvrir le corps sans vie de Victoire. C'est elle qui allaitera les secours. Je suis venue voir par la fenêtre. Il y avait un petit trou par la fenêtre là. Puisque quand elle rentre là, elle ferme. Donc il y a un petit trou par la fenêtre. J'ai regardé. Chez moi là, la fenêtre était fermée. Puisque c'était rabattu. Chez moi la fenêtre était fermée. Donc j'ai regardé dans le petit trou là, j'ai vu elle est mal couchée comme ça. J'ai dit, moi j'ai essayé de tirer la fenêtre là. Je vois elle est mal couchée. Donc je suis rentrée par la fenêtre. J'ai sauté par la fenêtre, je suis descendue. C'est commencé à crier Vicky. Quand je l'ai retourné, il y avait le sang partout aussi. Ils m'ont piqué là, puis ils l'ont piqué ici, puis ils l'ont piqué dans ces côtes là. Moi, j'étais paniquée. Je suis sortie, j'ai commencé à crier. Et bon, les gens sont venus, donc j'ai cassé la porte. Ils ne voyaient pas la clé. J'ai cherché la clé là, mais elle n'est pas venue, donc ils ne pouvaient plus sortir par la fenêtre. J'ai cassé la porte et puis je suis sortie, j'ai commencé à crier pour appeler les gens. Appeler les gens. Ça, les gens sont venus, ils m'ont demandé si tu as déjà touché, qu'il ne faut pas toucher le corps. J'ai dit non, c'est moi qui suis rentrée, donc c'est moi j'ai touché le corps, j'ai déjà touché le corps. Tout se passe dans le petit bistrot de Victoire. À l'arrière-boutique où elle stocke ses boissons, on la retrouve couchée sans vie après 7 coups de poignard. Les circonstances exactes de sa mort restent encore floues. La police ouvre une enquête pour déterminer les causes du décès et identifier les auteurs de ces crimes ignobles. Mais qu'est-il arrivé à Victoire? Et pourquoi sa mort mystérieuse pose tant de questions? Donc comment qu'elle a caché l'argent? Peut-être si il a cherché. Non, il préfère la tuer, là il va bien faire. Par exemple, s'il cherchait devant elle, là, elle allait crier. Non, les gens disent même, ils attendaient voir. Elle n'a pas crié aussi, elle a crié Jésus, Jésus. Qui c'est Jésus, elle a crié. Boudiké même dit, il a entendu Jésus, il pensait que quelqu'un était là à prier. Il a entendu Jésus, Jésus, donc ils sont élevés. C'était une jeune Ivoirienne de 37 ans. Chanteuse et danseuse, elle se faisait appeler Vicky Martini. Que lui est-il arrivé le soir de son meurtre? Même si c'est trop tôt de le dire, on sait que la dernière personne à l'avoir vue, c'est son protégé qui travaille avec elle. Il s'appelle Eric. Il est âgé de 18 ans. Moi, mais quand je suis sortie, il dit Eric a tué ma grande soeur. Eric, ça, la dame m'a dit, mais comment tu sais qu'Eric a tué? Et ça, il dit, j'ai laissé Eric ici à ma grande soeur. C'est ma grande soeur, elle est restée. Je sais qu'Eric a tué ma grande soeur. En tout cas, moi, mon esprit partait directement sur lui. Parce que lui-même, là, c'est quelqu'un, il vole, donc je n'ai pas aimé son affaire. Moi, j'ai mis directement dans ma tête, c'est à cause de l'argent. Même là-bas, même c'est ce qu'il a dit. Il dit c'est à cause de son argent, il est tué. Elle a fait recette, donc chez lui, peut-être c'est 100 000 ou bien c'est beaucoup. Il préférait la tuer pour prendre l'argent.
Et c'est ainsi que Vicky Martini, une étoile de la danse coupée décalée, s'est éteinte. Crime passionnel ou règlement de compte, il y a problème, a tenté de mettre la lumière sur cette affaire. La nouvelle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vague d'émotion et de tristesse. Selon les premières informations, Vicky Martini aurait été tuée par plusieurs coups de poignard. 3 jours après, c'est toute la famille en deuil que nous retrouvons. Ça va, comment on a fait? Ça m'a paniqué. Ça m'a rendu ok. Je n'ai pas attendu les malades et je viens. On me dit qu'ils ont piqué ma fille. Elle est morte. Je suis troublée. Ça me fait mal. Je suis dans les pleurs. Je ne sais pas comment on peut faire. Les circonstances exactes du drame font l'objet d'une enquête par la police ivoirienne. Ses parents, bouleversés par la tragédie, ont demandé aux médias de respecter leur douleur. Ils ont également lancé un appel à témoins afin de recueillir des informations supplémentaires sur les circonstances du meurtre. Donc je suis parti. Je me suis croisé avec Obia. Voiture, tu prends les morts là. Je me suis croisé ça et puis il y a vu 2 cagots. Et il demande il y a quoi. Personne ne veut pas. Je vois qu'ils sont beaucoup devant le maquis. Donc moi, dès qu'il a vu, d'abord il a paniqué, là, il a tout jeté là, avec pied sur rentré dans le maquis. Il a commencé à pleurer. La nouvelle de sa disparition a plongé la famille et ses amis dans le désespoir. Ses parents, anéantis par la douleur, réclament justice et demandent que l'auteur de ce crime soit rapidement arrêté et puni. Le suspect principal, c'est Eric, son employé. Il a été arrêté la veille, peu après la découverte du corps de Vicky. Il est inculpé de meurtre et devrait comparaître devant le tribunal dans les prochains jours. Interrogé par la police, Eric va avouer le crime. Il a expliqué que pendant qu'il passait la nuit dans le maquis avec la jeune femme, il s'était rendu dans la pièce où se reposait Vicky. Dans un excès de rage, il aurait poignardé à plusieurs reprises. Ouais, le jeune, c'est un petit, il a l'habitude de passer ici. Par moment, il venait acheter des petits téléphones avec nous. Tout ça là. Même le jour du maître, même le jeudi, il était ici. Il est venu, il a acheté un téléphone, mais son nom n'arrivait pas, donc on l'a laissé partir. Voilà. Si on a l'habitude de venir ici, il passe ici, tout le monde le connaît. Si il vit seul avec un parent, il vivait. Bon, au début, il vivait avec ses parents. Mais comme lui-même, il gâtait tout en piste, donc les parents l'ont laissé. T'as vu, non? Donc, vers où même la jeune dame, le mois s'est passé là, c'est vers là-bas qu'il venait battre un peu, il dormait un peu. Il travaillait avec une autre dame avant qu'elle ne fasse son maquis. Donc, t'as vu, non? La mise en cause d'Eric a surpris la famille et tous les habitants du quartier, qui le décrivent comme un garçon calme et sans histoire. Selon quelques indiscrétions, Eric et Vicky se connaissaient depuis quelques mois. Elle décide d'en faire son protégé après qu'il a été rejeté par son père, après avoir battu sa mère. En tout cas, quand on le voit mentalement, c'est bon. Quand on le voit mentalement, c'est bon. Mais c'est un petit qui est timide. Il est renfermé. Tu vois, non? Il est renfermé. Pardon? Il ne fume pas la cigarette, il ne boit pas d'alcool, pas de substances, rien. C'est un petit innocent. Il m'a dit que c'est lui-même, il était étonné. Au fait, même quand sa photo est sortie sur les réseaux, qu'on a vu que c'est lui, tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné. Il a une taille au moins moyenne, elle est un peu bancale d'une manière. En tout cas, ça nous a choqués. Hein. Ouais. Cette affaire tragique met en lumière les violences croissantes des crimes passionnels chez les jeunes. Une récente étude révèle que la Côte d'Ivoire se place au 3e rang des pays africains les plus touchés par le suicide, particulièrement chez les 20 à 29 ans. Ils sont confrontés à de nombreux défis, le taux de chômage et de déscolarisation élevé, ainsi qu'une forte inflation, sans compter qu'à l'instar de plusieurs pays africains, la santé mentale est un tabou que tentent de briser les associations et les ONG à coup de sensibilisation et de groupes de discussion. Après avoir subi les maltraitances psychologiques pendant son enfance, puis des violences verbales, Mathieu, un prénom d'emprunt, s'est retrouvé complètement isolé et a eu l'impression de se détacher de son corps, de ne plus savoir qui il était. Il tombe dans l'inappétence après une dépression amoureuse. En 2019, il veut en finir
en avalant un verre d'eau de Javel. Franchement, je ne peux expliquer pourquoi cela m'est venu en tête. Dans le désespoir, dans la tristesse, j'en ai pas parlé à quelqu'un. Donc j'étais seul à vivre mon mal intérieurement. Et un jour, je suis sorti. Vous savez, quand ça ne va pas, souvent on se refuge dans l'alcool. J'ai un peu bu. Ce jour-là, j'ai pris mon véhicule. Et dans ma tête, dans le véhicule, j'ai coulé les larmes. Et c'est ce jour-là que j'ai eu envie d'en finir. J'ai failli devenir fou. Dieu merci, ou peut-être malheureusement, tout dépend de là où on se place. Je ne suis pas mort dans l'accident. J'ai cogné un poteau. Je me suis juste évanoui, c'est ce qu'on m'a dit. Et n'eût été le soutien de ma famille, de ma mère, à qui finalement j'ai pu parler, ça allait être une période encore plus difficile. J'ai sombré dans pas mal de choses, dans des addictions. C'était pas facile. À sa sortie de l'hôpital, il est victime d'un nouveau coup dur. Sa mère décède. Cette dernière n'a pas éduqué Mathieu, qu'elle souffrait aussi de troubles mentaux, dépendance affective, hypersensibilité, dépression ou encore bipolarité, des sujets tabous qui poussent au suicide quand c'est trop tard. Plusieurs fois, des envies de suicide, des envies de me donner la mort. Mais par la prière et par le soutien familial, aujourd'hui, je ne dis pas que je suis complètement guéri parce qu'il m'arrive d'y repenser. C'est encore difficile de dire si c'était la solution, ça ne l'était pas. On ne peut pas trouver une raison qui pousse une personne à se donner la mort. Mais il y a des choses qu'on vit intérieurement qui peuvent nous pousser à cet extrême-là. Il faut en parler. C'est vrai que ce n'est pas c'est la tentative ultime, je veux dire, c'est la solution ultime, mais il ne faut pas en arriver là. Parce que, au-delà de ceux qui nous ont fait du mal, il y a des personnes qui comptent sur nous. Mathieu n'est pas le seul à avoir vu le suicide comme ultime solution. Selon une étude de l'unité de médecine légale du service d'anatomopathologie du centre hospitalier universitaire CHU de Treichville à Abidjan, 23 personnes sur 100 000 se suicident chaque année, principalement chez les 20 à 29 ans. Une population qui n'ose pas demander de l'aide par peur d'être stigmatisée. Il y a des personnes qui nous aiment. Et quand vous vous suicidez et que vous partez, ces personnes-là tombent dans la tristesse. Parce qu'elles vont revenir sur les événements et vont dire, mais peut-être que je ne l'ai pas compris, peut-être qu'il a voulu me passer un message, mais je n'ai pas compris, je n'ai pas vu les signaux. Et ça, c'est difficile. C'est difficile pour ceux qui restent. Donc, on ne peut pas dire en réalité que se suicider est la solution. Mais c'est relatif. Il faut savoir ce que nos proches, ceux qui nous entourent, traversent. Il faut être attentif. Sinon, on sera toujours surpris. Sous nos cieux, différents facteurs peuvent en partie expliquer ces chiffres. Entre urbanité, ruralité et religion, décryptage avec Yasmine Moen, neuropsychologue. La question, c'est surtout les motifs de consultation qui vont différer selon les données démographiques. Les hommes vont avoir tendance à consulter
trop tard, entre guillemets. Pourquoi trop tard? Parce que les hommes viennent avec une plainte qu'on appelle somatique, donc ce sont des manifestations corporelles en lien avec des symptômes psychologiques. Donc c'est une accélération du pouls cardiaque, le sentiment d'avoir comme un poids qui nous empêche de respirer, une insomnie, une modification de l'appétit. Alors que les femmes, ce sera surtout dès lors qu'il y a un côté émotionnel auquel elles sont sensibles, qu'elles sauront détecter, elles viendront et démarreront la démarche de consulter le neuropsychologue ou le psychologue de manière générale. Ensuite, par rapport aux tranches d'âge, je dirais que les motifs sont assez globaux, mais ça va être surtout la manière de le vivre qui va être différent. Face à la complexité de ce phénomène, il demeure crucial de mettre en place des stratégies de prise en charge adaptées aux différents contextes socio-culturels. On peut l'expliquer sur deux pistes qui sont conjointes et convergentes. Si je parle à la lumière de la neuroscience, donc sur le plan neuropsychologique, pourquoi ça touche plus les jeunes alors que c'est justement synonyme d'espoir? C'est parce qu'on a un niveau de développement de certaines zones du cerveau qui n'est pas équivalent. Pendant qu'on est un ado ou un jeune, on va avoir l'amygdale qui est la zone justement du traitement des émotions qui va être bombardée d'informations. À l'inverse, on a ce qu'on appelle ici le cortex préfrontal qui, lui, est responsable de tout ce qui va être gestion émotionnelle, d'adopter le bon comportement pour pouvoir faire face aux choses ou aux épreuves de la vie, qui lui est absolument immature. Donc on a une zone qui est bombardée d'informations et une autre qui ne peut pas la gérer. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a trop d'émotions négatives et qu'on ne sait pas la gérer? Qu'est-ce qu'on cherche? Une échappatoire. Et l'échappatoire, c'est du coup d'arrêter la souffrance. Donc derrière le suicide, ce n'est pas tant l'envie de mourir, mais c'est surtout l'envie d'arrêter une souffrance qu'on a du mal à savoir gérer. Les autorités ivoiriennes semblent prendre conscience de la situation. Parmi les plans d'action en réflexion figure le recrutement de psychologues dans les hôpitaux publics afin de les rendre plus accessibles à la population. On a dans tout ce qui va être symptômes dépressifs ou en tout cas tout ce qui va toucher la stabilité de l'humeur, on a ce qu'on appelle la sérotonine qui est responsable de la stabilité de notre humeur. Et quand on vit beaucoup de choses négatives, qu'on est au chômage ou qu'on n'a pas eu son baccalauréat ou qu'on a eu par exemple une rupture amoureuse ou qu'on n'a pas été accepté dans l'école de ses rêves pour continuer ses études, eh ben on peut avoir justement, ou en tout cas prendre ça comme un gros coup, avoir du mal à le traiter psychologiquement parlant. Et ce qui se passe, c'est qu'on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, chercher à éteindre cet épuisement et ce bombardement d'émotions négatives comme une échappatoire pour essayer de calmer et de ternir tout ça. En attendant que ce projet se concrétise, le ministère de la Santé mise sur la formation des professionnels afin de détecter et orienter les patients qui montrent des signes alarmants. Les résultats de cette enquête me laissent sans voix. Beaucoup de jeunes décident de se donner la mort. Beaucoup règlent leurs problèmes en commettant des meurtres. J'ai sur ce plateau mademoiselle Noura Bané. Vous êtes présidente de l'ONG Together Côte d'Ivoire. À côté de vous, vous avez donc madame Odile Point. Hein? Vous êtes donc psychopédagogue. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi? Quand on parle de psychopédagogue ici, c'est tout ce qui a trait à l'éducation, à la transmission des savoirs, mais aussi aux difficultés que rencontrent les enfants. Surtout, on voit que dans la dépression, dans beaucoup de choses, les difficultés scolaires entrent en ligne de jeu quand les enfants ne se sentent pas dans le résultat voulu. Ils sentent qu'ils sont nuisibles, ils sont tous là. Vous qui êtes donc une spécialiste, vous qui maîtrisez donc ce sujet, qu'est-ce qui peut pousser les jeunes d'aujourd'hui à commettre de tels meurtres? Pourquoi s'expriment-ils forcément par la violence? Et qu'est-ce qui peut les pousser à se donner, à se suicider? Quand on parle des caractéristiques de l'adolescent, parce que quand on parle de l'adolescent du jeune, on arrive à une caractéristique qu'on appelle conduite à risque. Donc déjà, on dit que c'est des gens
qui vont faire ce que la société demande de ne pas faire, comme la violence, comme mode de règlement d'un problème. Donc déjà, le jeune est quelqu'un qui est ancré. Regardez, lors des manifestations, c'est des gens, quand nous on dit la police arrive, on fuit. Mais lui, il s'arrête et il veut en découdre. Puisqu'il est dans une quête identitaire, il se veut grand et il affronte les grands. Donc tout cela, vous voyez qu'il n'est pas dans la négociation. Mais ça peut être aussi familial, des conflits familiaux qui ont fait que des gens ont ingurgité la violence en eux et qu'ils la transposent. Mais il faut savoir que l'adolescence est propice à la violence. C'est une des caractéristiques. Il n'est ni enfant, il a trop subi étant enfant, devenu adolescent. Comment il construit son identité, comment il veut qu'on voit qu'il n'est plus un enfant. Et donc, c'est par la violence, c'est par tout cela. Généralement, quels sont les signes précurseurs qui pourraient interpeller les consciences des parents pour que des dispositions soient prises? Ou bien les parents se trouvent devant des faits accomplis? Les parents, peut-être parfois même, moi je dis, est-ce que le parent n'a pas fabriqué celui qui est en face de lui également? Parce qu'on a vu qu'une éducation apaisée, une éducation faite avec amour ne forme pas des gens violents. Donc je veux interpeller les parents pour dire, c'est vrai que l'adolescence montre ses caractéristiques, mais l'environnement dans lequel évolue l'enfant également participe à soi ou non. Vous allez voir des personnes qui s'isolent, des personnes dépressives, des personnes qui sont donc déjà au niveau du comportement, au niveau du langage, au niveau des émotions. Quelqu'un qui peut partir, il a les troubles de l'humeur, il est tout le temps colérique, anxieux. Donc vous voyez que votre enfant n'est pas dans la normalité. Il vous pose problème, vous vous interrogez. Et il faut interroger ce jeune-là qui pense qu'il n'y a pas d'espoir, on est dans un désespoir sans espoir. Mais pourquoi toi tu es tout le temps négatif? Pourquoi toi quand tu parles? Donc il y a également au niveau cognitif, dans les pensées, quelle est la pensée que je nourris dans mon esprit? Qu'est-ce qui revient tout le temps? Vous avez des gens qui vous disent bientôt vous allez être en paix, bientôt vous ne serez plus face à moi. Et donc tout ce langage-là, ce comportement, ces émotions qu'on ressent peuvent de façon normale nous interroger, nous interpeller, j'ai envie de dire. Donc il est important que le parent soit formé, que l'éducateur ait les connaissances et la psychopédagogie vient pour dire aux gens, voilà les connaissances, qui est l'adolescent, qui sont les jeunes, connaît cette base-là, voit ce dont elle est capable et ce dont elle n'est pas capable. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas à l'âge adulte, mais on veut dire que le pourcentage le plus élevé se trouve à ce niveau. Donc la connaissance de l'adolescent est une chose importante. Et les signes précurseurs de quelqu'un, quand vous voyez la tristesse, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas la joie de vivre, quand vous voyez votre enfant qui règle tout déjà à la maison par la violence sur les autres, son langage partout, cela doit interpeller le parent à vouloir l'aider. Mais ici, quand quelqu'un dit qu'il va se suicider, on dit, mon cher, est-ce qu'il peut mourir? Non. Même celui qui se suicide, ça ne veut pas dire qu'il a envie de mourir. Il veut vivre, mais il est fatigué. Il cherche une solution pour arrêter la souffrance qu'il a. On n'est pas encore au stade de quelques solutions, mais je voudrais simplement que vous fassiez attention à ce qu'elle dit. C'est vraiment important parce que quand quelqu'un dit qu'il va se suicider, ça ne vous coûte absolument rien de l'écouter, de savoir pourquoi cette personne veut se suicider. Il n'y a rien de tel quand on se sent considéré. Alors, sans transition aucune, je voudrais d'abord demander à Mme Noura Bané de m'excuser parce que je me suis accordé quelques familiarités en vous disant mademoiselle, mais c'est Mme Noura Bané. Vous êtes président de l'ONG Together Côte d'Ivoire. Mais avant la création de cette ONG-là, tout cela est précédé d'une histoire que vous avez vécue vous-même. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans de cela, vous aviez voulu mettre fin à votre vie. C'était pourquoi? C'était pour, je vais dire, des raisons que j'aimerais pas trop évoquer ici. Okay. Parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Mais principalement, disons que, comme elle a dit, c'est depuis l'enfance, c'est pas une raison précise qui m'a poussée à vouloir mettre fin à mes jours, mais c'est plus un enchaînement de situations et de faits de ma vie qui m'ont un jour poussée à tenter à mettre fin à mes jours. Alors, généralement, il paraît que quand les femmes tentent de se suicider, il y a toujours une affaire de gourmand, entre parenthèses, derrière. Je ne veux pas aller au fond, mais je dis généralement. Mais disons que le gourmet, ce n'est pas forcément avec un homme. Il y a les amitiés, il y a l'entourage, il y a la famille, il y a peut-être la perte d'un être cher
qui n'est pas forcément la relation n'est pas forcément de nature amoureuse. Mais oui, on va dire que c'est plusieurs gourmets. Vous décidez donc, au vu de tout ça, de mettre sur pied votre ONG et la vocation première, c'est de pouvoir aider les jeunes. Mais vous les aidez comment, de façon pratique? Vous les rencontrez, vous partagez votre histoire avec eux? Il y a ça, parce que je trouve que la parole libère. Donc, le plus important pour moi, déjà, c'est de sensibiliser par rapport à la santé mentale, parce que c'est déjà un sujet qui est très tabou en Côte d'Ivoire, en Afrique en général. Même si, quand on regarde les taux, on sait qu'on est quand même assez devant, et normalement, on devrait prendre ça au sérieux, mais je pense que c'est dû à l'éducation aussi qu'on a reçue de nos parents, qui nous disent qu'il faut toujours rester fort en toutes circonstances, surtout le noir, qui doit se montrer fort en toutes circonstances, parce qu'il a été esclave avant. Bon. De façon pratique, vous les invitez, Vous venez, qu'est-ce qui se passe? Donc on fait des conférences, on essaie d'organiser des soirées de charité aussi pour récolter des fonds, pour payer la prise en charge psychologique de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des consultations psychologiques chez un psychologue ou chez un psychiatre. On fait de la sensibilisation sur les médias, donc souvent des vidéos où on informe, où on communique au sujet de la santé mentale, où on essaie de dire aux gens ce qui se passe et surtout d'éduquer les gens par rapport à ça, parce qu'il n'y a aucune éducation qui est mise en place sur le territoire ivoirien pour ça. Vous êtes jeune, vous êtes à la tête d'une ONG, vous connaissez le contexte, vous savez comment les jeunes fonctionnent, vous connaissez leur langage. Je veux dire que, est-ce que ces jeunes prennent conscience des dangers qui les guettent? Est-ce que vous arrivez à échanger, mais de façon approfondie, pour savoir exactement qu'est-ce qui les amène à faire ça? Pourquoi, dès qu'il y a une situation qu'ils ne peuvent plus maîtriser, ils font tout de suite appel à la violence? Pourquoi forcément la violence? Pourquoi ils n'auraient pas d'autre chemin? Pourquoi leur façon de s'exprimer, ce n'est que par la violence? Pourquoi? Parce que c'est l'entourage. Je pense que quand tu as un trop plein d'émotions en toi, tu l'exprimes par les extrêmes. Pour certains, c'est la violence, mais pour d'autres, ça peut être de se renfermer, mais extrêmement. Et ils n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent plus à rien faire. Ce n'est pas tout le monde qui réagit avec la violence. Le suicide, ce n'est pas une violence pour eux, parce qu'ils ne font pas du mal à qui que ce soit. Ils se font du mal à eux-mêmes. C'est violent envers eux, mais par rapport aux autres, pour eux, ça n'enlève rien à la vie des gens. Madame Banet, de façon indirecte, ils font du mal parce qu'ils sont quand même des enfants de quelqu'un. Je veux dire que moi, je ne peux pas être là en train de travailler jour et nuit à l'AFTV pour donner du pain à mes enfants. Et le matin, j'apprends que non, ma fille se serait suicidée. Le traumatisme même pour le parent qui reste. Le parent ne vit plus, il survit. Je pense que, comme elle a dit, à cette étape-là, la personne ne pense pas forcément à tout ce que les autres vont subir. C'est un peu égoïste de sa part, mais tout ce qu'il veut, c'est arrêter de souffrir. Parce que moi, par exemple, je prends mon exemple, j'ai décidé depuis, Dieu merci, ça va, je ne fais plus de tentatives de suicide. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vis plus pour ce que les autres veulent que je fasse. Je vis pour ce que moi, j'ai envie de faire. C'est aussi égoïste que de se suicider, mais c'est le moyen que j'ai trouvé pour moi pour m'en sortir. C'est-à-dire de ne plus vouloir vivre en fonction de ce que les autres vont ressentir, mais vivre parce que j'ai envie d'être heureuse et faire ce qui me plaît pour être heureuse, peu importe ce que ça va, comment ça va affecter les autres autour de moi. Non, mais Madame Bradé, vous avez fait le meilleur choix. Vous avez fait le meilleur choix parce que je veux dire qu'un homme qui a tous ces sens-là ne peut que vivre selon les petites pièces qui entourent son propre bonheur à lui. Et pourtant, la société nous oblige à le faire. Moi, je voudrais regarder des jeunes, on continue. Voilà une jeune qui est en face de vous. Elle avait beaucoup de tentatives de suicide. Elle y a mis fin. Aujourd'hui, elle a créé son ONG et elle cherche à sensibiliser les jeunes. Ce qu'elle dit, il faut vraiment le prendre au premier degré et en faire bon usage. Parce que ça fait mal qu'on ne puisse pas aujourd'hui trouver des solutions. C'est quand même malheureux que dans un pays en voie de développement comme le nôtre, là, nous puissions être classés dans le 3e rang en Afrique, des pays où il y a le plus de suicides et de meurtres. C'est inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui, eux, dès que l'enfant dit « je vais me suicider », ils disent « ah, lui, là, il peut se suicider ». Comment on peut dire ça? Il faut faire attention parce que, comme elle l'a dit, l'adolescent, cette catégorie-là, vit au présent. Il vit dans le présent, il ne vit pas demain. Lui, son présent est comment? Alors qu'arrivé un moment, on se dit si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça pourra aller. Donc quand on connaît qui est mon enfant, et quand on connaît comment il est hyper sensible, et surtout quand on sait que beaucoup de jeunes prennent des psychotropes, donc même sa personnalité plus l'utilisation des psychotropes, à un moment drogue, alcool et autres,
le rendre fragile, rendre cet enfant-là fragile. Donc, il faut être à l'écoute d'un enfant. Un résultat de classe ne peut pas être un élément de rejet. Les jeunes sont... On dit l'amour est un carburant. Quel que soit l'âge, ils ont besoin d'affection. Donc quand un enfant vient à un résultat, qu'il sent que son problème est raconté partout, mais à un moment, il est dos au mur et il se dit, mais je ne fais pas plaisir. L'adolescent vit dans le regard des autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas les comprendre. Et la valorisation, comment est-ce qu'on le prend. Donc quand il sent que la société elle-même le regarde et puis le rejette, où il ne trouve pas de réconfort. Et donc cette émission, c'est pour dire aux parents, l'enfant est dans un processus, l'adolescent est dans un processus. Et la vie, il y a échec et réussite. On ne peut pas montrer à un enfant qu'il n'y a de vie que de réussite et que quand tu ne réussis pas, on ne te donne pas une seconde chance. Donc on est en train de montrer tout cela pour que le parent lui-même se forme. Qui est mon enfant? Vous voyez que l'enfance, c'est les conflits d'enfance, mais c'est à l'adolescence qu'il y a. Que cet enfant-là, il a des fragilités. Madame Bané est à côté de vous, elle y est arrivée. Souffrez que je vous pose quelques questions approfondies parce que vous êtes considéré aujourd'hui comme notre cobaye, parce que c'est vous qui allez être un élément pour que les autres prennent conscience. À quel moment vous avez eu le déclic de dire attention, je suis en train de prendre le mauvais chemin? Qu'est-ce qui vous a alerté? Personnellement, je ne pense pas que mon exemple soit le bon exemple parce que je l'ai fait pour quelqu'un. Je l'ai fait pour ma fille. À partir du moment où je suis devenue maman, ma vie ne m'appartient plus à moi toute seule. J'ai une éducation à donner à ma fille. Je ne peux pas la laisser dans ce monde où je trouve que, excusez-moi, mais à part moi, elle n'a personne. Donc, je l'ai fait pour elle, en fait. C'est plus pour elle que je me bats tous les jours, que je me dis, bon, je ne peux pas flancher, je ne peux pas tomber parce qu'elle est derrière moi, elle n'a rien demandé. Elle est venue comme ça, elle n'a rien demandé, donc je ne peux pas flancher. Mais supposons, je dis que ce n'est pas le bon exemple, parce que je l'ai fait pour quelqu'un, mais supposons qu'un jour je touche du bois, elle ne soit plus là. Est-ce que je pourrais tenir sur le long terme? Ça, je ne sais pas. Donc je pense que c'est mieux, en fait, d'arriver à une étape où tu te dis que tu le fais pour toi-même d'abord, avant de le faire pour les autres. Parce que, comme vous avez dit, quand tu penses à ta famille, à tes parents qui sont là, etc., tu le fais pour eux. Mais supposons que ces parents-là ne soient plus là un jour. Est-ce que tu pourras tenir sur le long terme? C'est-à-dire continuer tes efforts jusqu'à ne plus rechuter? En toute chose, je ne connais aucun problème sur cette terre-là où il n'y a pas de solution. Il faut initier les dialogues, discuter avec les enfants. Nos enfants ont besoin qu'on les considère un temps soit peu, qu'on les intègre. Ils ont leur mode de vie, ils ont leur âge. Vous ne pouvez pas réfléchir selon votre âge là, au même niveau que moi. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis, désolé que je sois un peu plus long, mais on a besoin de tirer beaucoup de choses de vous. Parce que elle maîtrise son sujet. Mais vous, qui pouvez être le lien entre nous, l'équipe de production, et ces enfants à qui nous voulons apporter notre avis, pour ne plus qu'il y ait beaucoup plus de meurtres et beaucoup de suicides, si vous leur parlez, croyez-moi, ça va avoir plus d'impact que ce que John Dieu dira. C'est pour ça que je vais encore vous demander, parce qu'on est en train d'aller vers les pistes de solutions, regardez une des caméras, portez votre choix sur une caméra, et parlez à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, que vous avez été éprouvés, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre tentative. C'est pour ça que vous êtes sur le plateau. Nous vous écoutons. Ce que moi j'ai à vous dire, en tout cas, c'est qu'on n'a qu'une vie. Et la vie dans laquelle on est, on la connaît, on sait dans quoi on est. Mais quand tu te suicides, tu ne sais même pas où tu vas, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Il y a des gens sur cette terre-là qui vous aiment, qui pensent à vous, qui veulent votre bien, même s'ils ne le montrent pas forcément de la manière dont vous le souhaitez. Mais le plus important, je pense, c'est d'être heureux. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Il n'y a personne qui a été amené ici pour souffrir. Ce n'est pas le destin de quelqu'un de souffrir. Il n'y a que toi qui as les cartes en main pour pouvoir faire de ta vie ce que tu as envie qu'elle soit, tout simplement. Donc, prends ta vie en main, arrête de te lamenter sur ton sort. Je ne dirais pas, il y a des gens qui vivent pire, mais effectivement, il y a des gens qui vivent pire que ce que tu... Il y a toujours pire que ce que tu es en train de vivre. Donc, il faut juste te battre
pour que tes rêves se réalisent, pour que tu sois heureux, et c'est le plus important dans la vie. Vous avez dit tout à l'heure que généralement les jeunes là, ils agissent par la violence parce que tout est parti du fait qu'ils ont été l'objet d'un mauvais traitement. Mais le jeune qui allait tuer la chanteuse, la coupée décalée, celle qui avait son maquis, lui, il cherchait de l'argent. Elle ne lui doit pas de l'argent, lui, il voulait juste qu'elle l'aide. Elle l'a dit que je ne pouvais pas. Pour 40 000 francs, il l'a tué. Il est venu dire ça lui-même à la police. Personne, elle n'est pas à la base du traitement dont il est l'objet. Mais est-ce que vous pensez qu'une personne normale, je veux dire, normalement constituée mentalement, peut tuer de sang-froid? C'est impossible. Tu ne peux pas te réveiller un matin et puis dire qu'à cause de 40 000 francs, j'ai tué une personne. Comme ça, et ça ne te dit rien. C'est pas possible. Il a un problème. Soit c'est la drogue, soit psychologiquement, il a un problème dont il n'est pas conscient. Ou dont l'entourage n'est pas conscient. Mais tu ne peux pas te réveiller un matin, vous et moi, on ne va pas se réveiller et aller... On ne peut même pas voir un meurtre en face, en fait, à plus forte raison, nous-mêmes produire l'acte. Donc, il doit se faire soigner. Il doit se faire soigner. C'est pas parce qu'il est normal, non. Il n'est juste pas conscient de ce qu'il a. Merci beaucoup, Madame Odile Point. Merci, Madame Noura Bané. Je souhaite un plein succès donc à votre ONG. Jeunes de Côte d'Ivoire, est-ce que ce que nous avons dit vous parle? Est-ce que ce que nous avons dit interpelle vos consciences? Noura vous a dit qu'elle avait un mal-être enfui en elle. Elle n'avait aucune piste de solution. Pour elle, le seul élément capable de faire ce sacrifice et de ne pas se suicider, c'était sa fille. Parce qu'elle a dit, elle n'a pas demandé à naître. Elle ne mérite pas ce que je vais faire. Quoi que vous subissiez, quelle que soit l'immensité de la douleur, quelle que soit la puissance de la souffrance, sachez tout simplement, regardez dans le rétroviseur et dites-vous que vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être votre maman qui n'a peut-être pas su prendre les dispositions, qui a tenu un langage qui ne vous convienne pas. Vous avez votre père, vous avez vos soeurs, vous avez vos amis. Vous allez peut-être partir, mais ce geste-là va laisser des traces indélébiles. Le préjudice sera tellement énorme qu'il sera difficile de s'en remettre pour certains. Je veux pouvoir te tutoyer, je veux pouvoir m'accorder une familiarité avec toi, te dire. Ce que Noura a dit, c'est ce qu'elle a vécu. Moi qui te parle, je l'ai aussi vécu. Il y a 10 ans de cela, j'étais en plein exil. Et pour moi, tout était fini. Et ce jour-là, j'ai fait le choix de mettre fin à ma vie. N'eût été ma mère adoptive, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Mais c'est une chance que moi j'ai eue d'avoir cette femme. C'est une chance que j'ai eue d'avoir cette mère qui discutait avec moi et s'est rendu compte que je divaguais. Je vous parle et j'ai envie de pleurer parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse mettre aussi fin à sa vie. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse avoir une seule voie d'expression que la violence. Pourquoi? Pourquoi? C'est cette question que je continuerai de me poser jusqu'à ce que vous veniez me dire, ou bien que Noura vienne me dire, grand, après ton émission, les jeunes ont commencé à prendre conscience qu'aujourd'hui, ils ont trouvé d'autres pistes de solutions. On se retrouve dans 2 semaines, tout en espérant que ce que nous avons dit va servir à l'humanité pour qu'un de ces jours, on se retrouve et parler encore d'une émission d'un autre problème. À bientôt. Bonsoir.